Des crimes contre l'humanité sont perpétrés à l'encontre des Ouïghours. Les conclusions du rapport d'Amnesty International sont extrêmement lourdes. C'est le grand angle de ce dimanche 13 juin. Après un an d'enquête, après des interviews d'une cinquantaine d'anciens détenus des camps chinois, l'ONG Amnesty International arrive à la conclusion que les autorités chinoises se rendent coupables de crimes contre l'humanité. Cécile Caudriot, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes présidente d'Amnesty International France. Vous parlez dans ce rapport de crimes contre l'humanité. Amnesty porte une accusation très grave. Tout à fait, et certainement pas à la légère. Nous avons employé ce terme à bon escient car c'est en fait un rapport important de 160 pages qui confirme des choses que nous avons déjà pu malheureusement documenter et nous ne sommes pas les seuls. En l'occurrence, il s'agit d'internement de masse, il s'agit de torture et de persécution, non seulement de la communauté ouïghour, dont nous avons déjà beaucoup parlé, mais ce rapport a aussi la particularité de souligner que c'est vraiment le sort de toutes les minorités musulmanes. Il est beaucoup question des Kazakhs, Ouzbeks, Tadjiks. Donc ce sont des personnes qui, uniquement en raison de leur appartenance à une minorité musulmane, et comme le titre l'indique, comme si c'était des ennemis de guerre, c'est-à-dire que l'islam est systématiquement associé à une menace terroriste par le gouvernement chinois. Et donc ces personnes se retrouvent détenues, et effectivement par centaines de milliers, sans doute plus d'1 million. Et depuis 2017, nous cherchons à accumuler des preuves de façon à pouvoir enfin fissurer ce qui est véritablement un mur de déni, un mur de mensonges. Et on va y revenir plus en détail. Mais un mot d'abord là-dessus. Vous parlez de crimes contre l'humanité, mais pas de génocide. Pourquoi ? Alors, en fait, ce sont des termes qui ont une définition extrêmement précise sur le plan juridique. Les États-Unis parlent de génocide. Oui, et nous considérons à Amnesty International que, non pas qu'on ne puisse pas le dire, en tout cas, nous pensons que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour pouvoir employer ce terme. Et c'est la raison pour laquelle l'une de nos recommandations, c'est que le gouvernement chinois cesse enfin de faire obstruction à ce point pour qu'on puisse mener une recherche de terrain. Et c'est pourquoi nous demandons une enquête réellement impartiale et indépendante, et un mécanisme particulier qui pourrait garantir cela, et non pas des visites guidées, si j'ose dire, des autorités chinoises. Donc ça nous paraît important d'accumuler des preuves, de dire quelque chose lorsqu'on est véritablement certain. Or là, effectivement, avec l'accumulation des témoignages dans ce dernier rapport, c'est certes 55 personnes, comme vous l'avez dit, qui sont des anciennes détenues. C'est aussi près de 70 qui sont des proches de personnes détenues, et notamment de personnes actuellement détenues. Nous avons documenté très précisément 60 cas de personnes qui sont encore actuellement en détention, pour lesquels nous avons des certitudes et pour lesquels nous demandons d'agir avec une pétition notamment sur notre site pour les faire libérer. Et que vous dites ces 50 anciens détenus des camps ? Qu'est-ce qu'ils décrivent ? C'est un rapport important pour cela aussi, car il y a vraiment une description minutieuse, détaillée, et avec des recoupements d'informations qui montrent que ça ne peut pas avoir été inventé, de conditions à proprement parler effroyables dans ces camps d'internement et non pas des camps de formation, comme même ça, c'est ce que dit Pékin. Ou d'éducation, ou de déradicalisation. Tout cela est vraiment typique de la propagande chinoise. Ce dont il s'agit, ce sont des personnes qui parfois, sans même savoir pourquoi, et quand elles le savent, c'est pour des motifs tels que avoir pratiqué l'islam, avoir porté certains vêtements, être allé à l'étranger, comme par exemple au Kazakhstan, avoir simplement parlé à quelqu'un qui a quitté la région ou même le pays Chine. Donc toutes ces raisons ne sont absolument pas des crimes reconnus en droit international. Et pourtant, elles se retrouvent détenues pour une raison indéterminée. Donc il y a une torture psychologique déjà, mais plus grave encore, il y a également une pratique systématique de la torture, notamment pour briser ces individus. Et ce qui nous a paru particulièrement frappant, c'est que toutes racontent la même chose, notamment ce qu'ils appellent la chaise du tigre, qui est littéralement un instrument de torture où les personnes sont entravées pendant des heures, voire des jours, aux pieds et aux poings, dans des postures douloureuses, et ils reçoivent des coups de bâton, des chocs électriques, uniquement pour leur faire oublier, en fait, enfin renoncer plutôt, non seulement à l'islam, mais à leur culture. Et le remplacement de cela, qui est prévu par le gouvernement chinois, c'est une identité totalement homogène. Donc ils apprennent par cœur, de manière complètement artificielle, le mandarin. Ils ont également des cours à longueur de journée sur l'idéologie chinoise, et vraiment des cours pour rejeter leur propre culture. C'est pour ça que parfois, certaines personnes parlent de génocide culturel, mais ce n'est pas non plus un terme juridique, donc nous ne l'employons pas. Mais crime contre l'humanité, c'est quand c'est massif, quand c'est planifié. Il y a quelque chose de systématique aussi. Systématique, planifié par un gouvernement, avec des conséquences absolument désastreuses pour les personnes elles-mêmes, bien sûr, mais aussi pour l'ensemble de la communauté qui vit dans la peur sans cesse. Alors justement, il y a cette peur, mais il y a cette peur aussi à l'étranger. Pendant longtemps, on n'avait pas de témoignages sur ce qui se passait sur place. On a l'impression qu'on a de plus en plus de témoignages. Comment vous l'expliquez ? Alors, les personnes... Parce qu'on les cherche
recherche, je pense témoignages maintenant? D'une part, effectivement, nous avons sécurisé totalement ces entretiens, y compris sur le plan numérique. Donc il y a aussi, même hors de Chine, une surveillance incroyable de la diaspora. C'est très important, savoir sous quelles menaces ils vivent. Et aussi le chantage par rapport aux proches qui sont encore... C'est ça veut dire qu'ils ont, s'ils parlent, c'est qu'ils ont moins peur? Alors, c'est pas seulement ça, je pense qu'il y a un courage qu'il faut vraiment saluer, dans la mesure où ça a pris une ampleur folle. Justement, de là à parler de crimes contre l'humanité, peut-être demain pire. En tout cas, aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la peur n'est pas suffisante à les faire taire, même si bien sûr c'est sous couvert d'anonymat qu'ils y ont parlé, et qu'ils se savent surveiller par des moyens numériques, mais aussi par des moyens physiques. Il y a des milliers et des milliers de postes dits de proximité de police qui sont en fait des checkpoints, avec donc reconnaissance faciale, avec des collectes de données. C'est un système un peu orwellien en fait. Tout à fait. Dystopique, orwellien, ce ne sont pas des mots exagérés dans ce cas-là. Ils sont même parfois obligés d'accueillir, entre grands guillemets, des cadres chinois chez eux, dans leur maison, imaginez-vous, pour vérifier qu'il n'y a plus de drapeaux, qu'il n'y a plus de photos de mosquées ou plus de Coran. Et donc c'est véritablement des communautés, parce qu'encore une fois, ça ne c'est pas que les Ouïghours, qui sont sous contrôle permanent, qu'elles aient été détenues ou pas, elles vivent toutes dans la peur, soit d'y retourner, soit de risquer d'y être incarcérées pour des motifs qu'elles ne comprennent même pas. Vu la gravité de la situation, Amnesty estime que cette situation doit être portée devant des instances internationales, des instances qui sont normalement très timorées quand il s'agit de la Chine. C'est tout le problème. En clôture du sommet, le G7 appelle la Chine à respecter les droits humains dans Xinjiang, à Hong Kong aussi. Est-ce que vous y voyez un bon signe? Alors, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'il y a enfin un début de la fin de la naïveté de croire que parce qu'il y a un développement économique, ça va forcément amener un progrès du côté des droits humains. Ça, c'est une première chose. Mais ce que nous demandons, nous, c'est que la communauté internationale, évidemment, hausse le ton et fasse entendre dans toutes les enceintes possibles que cette situation maintenant est absolument démontrée, qu'on ne peut plus faire preuve simplement de déni ou dire que c'est de l'ingérence si jamais on veut y mettre un terme. Et nous appelons bien sûr les États à faire preuve aussi de courage, soit en accueillant des personnes justement qui sont en danger en Chine, soit en tout cas à ne pas procéder à des refoulements, comme ça a été le cas par exemple de l'Égypte vers la Chine. Réfugiés. Accueil de réfugiés, faire entendre bien sûr cette voix contre la systématique pratique de discrimination et de persécution à l'encontre des Ouïghours et autres minorités musulmanes. Et bien évidemment, le plus important, je le répète, c'est le mécanisme d'enquête indépendant et impartial que la Chine refuse avec une arrogance inouïe, en prétendant encore qu'il s'agirait d'ingérence dans les affaires internes. Quand on parle de crimes contre l'humanité, ce sont des crimes internationaux comme le génocide ou le crime de guerre qui regardent l'humanité tout entière, et toute la compétence universelle, la justice internationale doit être mise en place quand il y a eu lieu à une enquête indépendante et qu'on doit mettre en face de leurs responsabilités les auteurs de tels crimes. Alors justement, il y a ce tribunal ouïghour qui s'est ouvert la semaine dernière à Londres. Experts et avocats examinent le traitement infligé aux minorités du Xinjiang. Cette série d'auditions de témoins est qualifiée de machine à mensonges par Pékin. C'est un tribunal informel dont les conclusions n'auront pas de valeur légale. Est-ce que vous en attendez quelque chose? Alors, ce qui est important, c'est de savoir que tout peut contribuer à fissurer ce mur dont je parlais, ce mur de déni, ce mur de mensonge. Et ça y contribue? Oui, parce qu'en fait, tout ce qui peut continuer de faire parler de cette situation, que ce soit par le biais des entreprises qui contribuent, que ce soit par le biais de la lâcheté de certains pays qui ont refoulé des personnes ouïghours, par exemple, tout est en fait important, tout est nécessaire, y compris notre pétition sur le site d'amnesty.fr, de se renseigner, d'en parler autour de soi, de soutenir évidemment la diaspora et de faire en sorte que la Chine ne puisse plus balayer d'un revers de la main. En 2018, elle a enfin admis l'existence des camps, c'est un début, mais elle le fait passer pour des camps de déradicalisation ou de formation. Donc ça, c'est encore un mensonge de plus. Et nous avons accumulé suffisamment de preuves, nous l'espérons, et que d'autres nous suivront, d'autres organisations, mais aussi les citoyens finalement, pour faire une pression la plus importante possible sur la Chine, car on en a besoin. En avril, les États-Unis, on va voir si vous pensez que c'est une bonne méthode de pression, les États-Unis envisageaient de consulter leurs alliés sur les Jeux Olympiques d'hiver de 2022 qui ont été attribués à la Chine. Pékin met en garde contre un boycott. Est-ce que vous y seriez favorable? Est-ce que vous pensez qu'il faut boycotter ces Jeux? Nous n'appelons pas au boycott. Nous pensons que dans ce type de situation, il vaut mieux continuer le dialogue, même si c'est très compliqué avec le gouvernement chinois, pour les raisons que j'ai déjà exposées, y compris l'ambassade d'ailleurs en France. L'ambassadeur chinois en France a quand même un style très particulier, n'est-ce pas? Tout à fait inacceptable pour être très clair. Donc le boycott, pour nous, n'est pas la meilleure solution. Il vaut mieux, au contraire, laisser dans la lumière le plus possible la situation non seulement des Ouïghours, mais aussi des Kazakhs et d'autres minorités. Je ne voudrais pas oublier, bien sûr, les Tibétains, mais les Chinois Han eux-mêmes
même, dès lors qu'ils sont justement suffisamment courageux pour devenir des défenseurs des droits humains, ils sont immédiatement persécutés. On l'a vu récemment avec l'anniversaire de Tiananmen et Hong Kong. Merci pour votre reportage qui a rendu hommage aussi aux courageux défenseurs à Hong Kong. Oui. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce rapport, un rapport exigeant de 160 pages. Cécile Coudriot, merci beaucoup. Merci à vous.